C'est génial. Savoir à quoi ressemblait la planète et connaître les phases de son évolution augmente notre connaissance de l'espèce humaine. Mark et Mike s'apprêtent à traverser les étendues arides du désert de Gobi. Un endroit désolé d'environ 1 300 000 km² de sable, de brousse et de falaises rougeâtres. Un paradis pour les paléontologues, car c'est là que les oviraptors ont vécu et se sont éteints. Pendant des millénaires, ils restèrent ensevelis sous terre, intacts. En 1922, l'une des expéditions scientifiques les plus célèbres de l'histoire chemine vers le cimetière des dinosaures en Mongolie. À sa tête, Roy Chapman Andrews, explorateur charismatique et personnage controversé. Comme Mark et Mike, ils travaillent pour le Muséum d'histoire naturelle. Contrairement à eux, Andrews ne manque pas une occasion de soigner sa publicité. C'est un aventurier de la science. Là où son paléontologue utilise un pinceau, lui se sert d'un pic. Il découvre l'un des plus grands cimetières de dinosaures au monde. Il repart avec une quantité impressionnante de fossiles et toute une bibliothèque d'images étonnantes. Dans les années 1920, les communistes prennent le pouvoir en Mongolie. Enfermés derrière le rideau de fer, les fabuleux gisements de fossiles du désert de Gobi sont interdits d'accès pendant 65 ans. À présent, tout a changé. De la domination soviétique, il ne reste plus que des figures emblématiques. Les scientifiques occidentaux ont l'accès libre. On prend pas d'oignons, hein? Non, ils pourrissent en 2 jours. Mark et Mike sont parmi les premiers scientifiques à être admis dans le pays. C'est leur 6e expédition avec l'Académie des sciences de Mongolie. 3 kilos. On est prêt. Avec juste assez de vivres pour 1 mois, ils entreprennent le long voyage sur les traces d'Andrews vers l'une des plus grandes concentrations de fossiles du monde, Uqa Tolgod. Pendant très longtemps, Uqa Tolgod a été le royaume des dinosaures. Les dinosaures formaient un vaste empire qui a régné pendant quelques centaines de millions d'années. C'est une tranche de l'histoire qui n'est pas négligeable. Imaginons que le temps, depuis l'apparition des dinosaures jusqu'à nos jours, soit représenté en 24 heures. À minuit, les dinosaures apparaissent sur la planète. Ils atteignent leur apogée à midi et ils disparaissent à 17 heures. Le temps passe. Le premier homme n'apparaît qu'1 minute et demie avant minuit. Toute notre histoire se résume à 3 secondes et demie. Dans le désert de Gobi, le temps semble s'être arrêté. Le désert de Gobi est extrêmement vaste et il n'offre aucun moyen de subsistance. Nous devons tout apporter avec nous.
la nourriture et même l'essence que nous transportons dans un camion-citerne. Nous sommes parés comme pour explorer une région polaire. Sur un territoire si étendu, la partie n'est jamais gagnée d'avance. Le voyage peut revêtir des airs de cauchemar. Dans les années 1920, Roy Chapman Andrews pense avoir résolu le problème grâce à une nouvelle technologie. Quand nous avons annoncé notre intention d'organiser une expédition scientifique dans le désert de Gobi avec des véhicules à moteur, tout le monde nous a pris pour des fous. Le seul moyen de locomotion était les chameaux. Nous sommes 40 hommes, avec 8 véhicules et 150 chameaux pour transporter notre matériel. C'est la plus importante expédition terrestre qui soit jamais partie d'Amérique. Roy Chapman Andrews. En quittant la Chine, Andrews prend la direction du nord-ouest. Il part de Pékin, traverse la frontière et s'enfonce dans le cœur aride de la Mongolie extérieure. La Mongolie, une terre de désert coloré qui danse sous les mirages. La Mongolie, une terre de mystère, de paradoxes et d'espérance. Une terre aride, une terre de désolation. Des gazelles, des ânes sauvages et des loups peuplent les étendues sablonneuses. Dans leurs récits, les rares explorateurs qui sont venus ici évoquent la soif, le froid, la faim. Andrews rencontre encore autre chose, la boue. Nous avançons à une moyenne de 6 km/h. Les rochers, les ravines, les ornières et les fossés se succèdent sans fin. On aurait pu penser que l'état des routes s'était amélioré. Loin de là. Il y a quelques 230 millions d'années, les premiers dinosaures apparaissent dans un monde bien différent du nôtre. 100 millions d'années plus tard, quand l'Amérique du Sud se détache de l'Afrique, les créatures foisonnent. Il y a environ 75 millions d'années, à la fin du Crétacé, les dinosaures disparaissent, ne laissant derrière eux que des os. Contrairement au continent, leur squelette reste figé sur place. Puis, dans les années 1920, Roy Chapman Andrews explore une région éloignée du désert de Gobi. Il lui donne le nom de falaise flamboyante. L'endroit semble familier. On croit distinguer les flèches et les tourelles de châteaux médiévaux qui prennent une couleur rouge brique sous la lumière du crépuscule. De gigantesques porches, des murs et des remparts. Un labyrinthe de gorges et de ravines, parsemés d'eau fossilisée, forment un vrai paradis pour le paléontologue. Des centaines d'eaux reposent sans aucun doute sous la surface de la Terre. Mais où? Si seulement mes yeux pouvaient voir à travers ce sol déconcertant et avoir un aperçu de ce qu'il recèle. En l'espace de quelques minutes, il trouve des fossiles. Andrews et son équipe ont découvert une importante quantité d'os de dinosaures. Ils trouvent les restes d'environ 200 animaux différents, parmi lesquels des espèces encore inconnues. Les fossiles dévoilent un monde qu'Andrews perçoit comme étranger, terrifiant. Les dinosaures sont le genre de créatures que l'on imaginerait vivant sur une autre planète, ou tout droit sortis d'un cauchemar. Ils ont une image que notre culture entretient depuis des générations. Féroces, monstrueux et pas très futés.
Un bon nombre de nouveaux concepts sur les dinosaures a vu le jour dans l'incroyable gisement d'os de Ukatolgod. L'équipe a découvert le site 3 ans plus tôt. Pour y retourner, une seule chose à faire, retrouver l'emplacement du cimetière. Les cartes du désert de Gobi sont inutiles. La plupart du temps, les villes ne sont que des mythes. On ne suit pas les routes marquées sur les cartes, elles sont fausses. Le GPS non plus n'est pas toujours d'un grand secours. Le satellite peut déterminer notre position, mais la bonne route est peut-être dans la direction opposée. Ça désoriente. Il n'y a pas de signalisation et la plupart des routes ne mènent nulle part. On va par là. On n'est pas dans la bonne direction, mais on n'est pas perdu. Il faut repartir par là et ensuite là-bas. Il faut parfois tourner en rond afin de progresser. Roy Chapman Andrews a lui aussi passé des jours entiers à errer dans le désert de Gobi avant de faire une découverte stupéfiante. Un membre de son expédition tombe littéralement par hasard sur un important chaînon de l'évolution de la vie. Le 13 juillet, George Olsen nous dit avoir trouvé des œufs fossilisés. Nous ne l'avons pas pris au sérieux. Nous étions malgré tout curieux de voir sa trouvaille. Il n'y avait plus d'hésitation. Notre paléontologue a déclaré « Messieurs, le doute n'est plus possible. Ce qui est devant vos yeux est le premier œuf de dinosaure qu'on ait jamais trouvé. » Cette découverte fait de Roy Chapman Andrews un héros national. Toutefois, au-dessus du nid se trouve un étrange squelette, une sorte de dinosaure-oiseau alors inconnu de l'homme. Il a vraisemblablement trouvé la mort en tentant de commettre son forfait, le vol des œufs. Depuis, il porte le nom maudit de Oviraptor, expression latine qui signifie voleur d'œufs. Il faudra attendre les années 20 avant qu'on ne découvre l'étrange vérité sur l'animal dénommé Oviraptor. À la fin des années 1920, les vents du changement soufflent violemment sur les vastes terres des dinosaures. Roy Chapman Andrews est forcé de quitter le désert de Gobi à jamais. Nous sommes plus que jamais convaincus que l'Asie centrale est un paradis de paléontologie. Nous avons ouvert la voie. Plus tard, d'autres viendront récolter une riche moisson. Des décennies plus tard, Mark et Mike espèrent trouver les trésors que Roy Chapman Andrews a laissés intacts dans les sables. Après un périple d'une dizaine de jours dans la canicule du désert, ils atteignent enfin leur but, les collines brunes de Ukatolgod. À cause des nombreux arrêts, ils n'ont plus que 2 semaines devant eux. C'est l'endroit où ils ont placé tous leurs espoirs. Avec un peu de chance, le déplacement des sables depuis l'année précédente aura dégagé d'autres eaux. Mais il faut s'attendre à tout. Ce jour-là, découverte et allégresse sont au rendez-vous. Je le vois.
Magnifique. Là, ce sont les griffes, et ici, une partie d'un crâne. On voit les dents. Oui, chaque trou est l'alvéole d'une dent. Elles sont grandes. C'est la griffe d'une main avec un bout d'os. C'est celle d'un oviraptor de taille moyenne. Ils ont gagné le jackpot. Parmi leurs premières trouvailles, des oviraptors, les créatures qu'Andrews connaissait sous le nom de voleurs d'œufs. Magnifique. Un oviraptor. L'oviraptor est l'un des dinosaures les plus rares au monde. On n'en avait découvert qu'une poignée avant notre arrivée ici. Nous en avons trouvé 25. Et aujourd'hui, 5 dans les 20 premières minutes. Généralement, ce n'est pas comme ça en paléontologie. On ne trouve pas 12 squelettes en une demi-heure. Tous ces monticules avec des taches blanches qui affleurent sont les débris de squelettes de grands dinosaures qui se sont effrités. 1, 2, 3, 4. Ici, il y a 4 squelettes. Ça doit être un beau spécimen. Là, c'est une partie d'épaule. Fais voir. On dirait une queue. C'est la queue et une partie du bassin. La queue doit partir comme ça. Ce que nous voyons ici est horrible. Tous ces pauvres dinosaures et autres créatures mammifères et vertébrés qui ont peut-être été enterrés vivants, et ces squelettes qui jonchent le sol comme sur un champ de bataille, c'est génial pour nous qui vivons sur le dos des morts. Il n'y a plus de ruban. Tout est compté ici. Autrefois, des centaines de dinosaures arpentaient les sables de Ukatolgod en route vers un destin tragique. C'était une oasis il y a 80 millions d'années. Un très grand nombre de dinosaures et autres vertébrés se rassemblaient ici peut-être pour boire. Et à plusieurs occasions, ces animaux ont été ensevelis par les sables. Imaginez quelle gigantesque tempête de sable, quelle force incroyable a dû s'abattre sur ces créatures pour qu'une telle catastrophe arrive. Certains squelettes de dinosaures laissent à penser qu'ils ont essayé de remonter à la surface, comme un skieur pris dans une avalanche. Ils ont lutté pour échapper à ce mur de sable qui les a engloutis. Ils ont sans doute été étouffés par cette masse. J'ai déjà balayé. Maintenant, il faut recommencer. J'aime le travail bien fait. L'an prochain, on apportera des aérosols anti-poussière. Les tempêtes de sable préhistoriques ont enseveli les dinosaures à tous les stades de leur vie. Lors de leur première expédition, Mark et Mike ont fait une découverte exceptionnelle, un nid contenant des œufs. Dans l'un d'eux, un embryon, celui d'un oviraptor, un dinosaure miniature dans une demi-coquille. Voici ce féroce carnivore, le voleur d'œufs, sur le point de naître. C'est une découverte importante, un moment au tout début de la vie de cet étrange dinosaure. Cette année, ils espèrent faire de nouvelles découvertes sur l'oviraptor et son destin. Est-ce que t'étais? Je magasinais, il y avait une promotion spéciale. Place au goût avec la promotion sous-estivale de PFK. 15 morceaux de bons poulets frais du Québec à seulement 17,99 $.
PFK, place au goût. Une auto, c'est seulement une auto. Avec des écrous et des boulons, du cuir, des roues d'engrenage, des essuie-glaces intelligents, un affichage à tête haute, des passages, des virages, des paysages, un parcours, une vision infrarouge de nuit, des freins à disque auto-séchants et une toute petite clé. Une auto, c'est seulement une auto. Chez Post Select, des gens extrêmement rigoureux sélectionnent seulement les fruits et les noix de la plus haute qualité pour nos céréales. C'est pas des noix de première catégorie, ça. Vous appelez ça une date? Pas assez croquante comme amande. Vraiment pas celle-là. Des raisins Sunmade. Des bleuets sauvages. Des canneberges Ocean Spray. Maman, c'est Marc. Des bas blancs. Des faux yeux bleus. Vraiment pas lui. Post Select, une sélection rigoureuse pour que chaque boîte regorge de fruits et noix de grande qualité. Elles m'ont suivi jusqu'ici. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin d'une carte Visa. Pour la vraie vie, il y a Visa. Où est-ce que t'étais? Je magasinais, il y avait une promotion spéciale. Place au goût avec la promotion sous-estivale de PFK. 15 morceaux de bons poulets frais du Québec à seulement 17,99 $. PFK, place au goût. L'excitation est à son comble sur une corniche éloignée. Il pense avoir trouvé une toute nouvelle espèce de dinosaure, un parent de l'oviraptor. Cette découverte va peut-être expliquer le sort fatal des dinosaures. On ne sait pas ce que c'est. C'est un gros animal. Peut-être une espèce inconnue. Ce spécimen est porteur d'un tas d'informations. Ce n'est pas seulement un superbe objet. C'est exactement ce que nous cherchions. On espère. L'important, c'est le squelette. Mark et Mike pensent que ces os leur permettront de prouver une théorie séduisante sur l'évolution de certains dinosaures. Ils auraient évolué en créatures qui vivent encore à notre époque. Les os parlent. Il existe des similitudes troublantes entre certains squelettes de dinosaures, comme ceux-ci, et celui des oiseaux de notre époque. Ils partagent sans aucun doute un ancêtre commun. Chaque nouvelle découverte contribuera peut-être à prouver que les dinosaures n'ont pas entièrement disparu, que les oiseaux sont en réalité des dinosaures. Il faut considérer les dinosaures comme des animaux accomplis qui vivent encore parmi nous. On les appelle des oiseaux. Le ciel regorge de dinosaures. C'est une mauvaise métaphore d'employer le terme dinosaure qui implique quelque chose de vieux, de laid, de stupide et de lent. Ça ne s'applique pas à ces animaux. Prenons par exemple les martinets. Ce sont des espèces de dinosaures. Et ils vivent toujours parmi nous. Les parents les plus proches des oiseaux sont ces petits dinosaures carnivores que nous avons découverts dans ces collines rouges. En fin de journée, tous les espoirs sont encore permis. Cette nouvelle découverte est peut-être le trait d'union entre les dinosaures et les oiseaux. Un sentiment d'impatience plane, même si parfois il sonne fou.
Au petit matin, il retourne sur le site. On espère trouver quelque chose d'identifiable. Ici, Mike. Profites-en pour écraser cet insecte. En fendant le rocher, ils sentent quelque chose. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Un tas de... On ne sait pas. Un théropode? Peut-être. Mais inconnu de la science. C'est un théropode. Et là, nous dégageons un ankylosaure. Les ankylosaures sont parmi les dinosaures les plus courants. Ce n'est pas une espèce inconnue, ils n'ont aucune parenté avec les oiseaux. Je suis sûr que c'est un ankylosaure. On arrête là? Ils n'ont qu'une envie, rejoindre le camp. Aujourd'hui, les chasseurs de dinosaures sont bredouilles. Un jour on gagne, un jour on perd. Je ne me sens pas bien, je suis crevé. Comme disent les Mongols, Igboro. Il pleut. C'est ennuyeux. Le découragement disparaît avec le retour du soleil. Une nouvelle journée et de nouvelles fouilles commencent. Leur découverte n'est pas une espèce inconnue. Elle n'est pas affiliée aux oiseaux, ce n'est pas un oviraptor, mais probablement sa proie. C'est un Protoceratops. On les appelle les vaches du Crétacé. Il y en avait partout. Elles se déplaçaient en troupeaux. Il est tout hérissé. On l'appelle comme ça maintenant. Ça crée des liens. Ici, ce sont les yeux et là, le museau. On voit le crâne du dessus. Là, on a les piquants et la collerette qui entoure le cou. Le Protoceratops est un dinosaure bizarre, un animal de la taille d'un porc muni d'un bec de perroquet. Exclusivement herbivore, il broutait dans les anciennes plaines du désert de Gobi. Autour de la tête, il arbore une sorte de bouclier protecteur élaboré. Mais ce n'est pas dissuasif contre ses ennemis. Des ennemis comme l'oviraptor. C'est précisément ce que l'équipe déterre ensuite, des oviraptors. Deux spécimens allongés si près l'un de l'autre qu'on les croirait en pleine romance. On les aime bien. On essaye de leur trouver des noms. Tristan et Iseult, Roméo et Juliette. Batman et Robin. Nous émettons l'hypothèse qu'ils se tenaient par la main, qu'ils essayaient de se toucher. Les oviraptors, maudits par le sort, sont baptisés Roméo et Juliette. Juste ici, il y a une main. Là, c'en est une autre. Krista est en train de recoller une autre main. Ici, nous avons le cou avec la tête, et là, le bassin. Et de ce côté, une griffe.
Déterrer le passé est une tâche fastidieuse, mais ce n'est pas leur premier coup d'essai. Dans les dernières années, ils ont sorti de terre un monde incroyable de créatures. Certaines s'apparentent aux oiseaux, d'autres ont des points communs avec nous. Nos minuscules ancêtres, des mammifères qui vivaient aux côtés des oviraptors. La plupart de ces mammifères étaient de petite taille, comme les premières souris et musaraignes. Petit à petit, ces créatures insignifiantes ont évolué en mammifères de toutes sortes, chats, oryctéropes, baleines, jusqu'aux êtres humains. Le séjour tire à sa fin. Il est temps pour Roméo et Juliette de passer au deuxième acte. Les oviraptors vont revêtir un suaire protecteur fait de chiffon et de plâtre. Ils sont entre les mains talentueuses d'Amy Davidson. J'adore les squelettes. Quand j'étais jeune, je n'étais pas particulièrement intéressée par les dinosaures, mais j'aimais déjà les os. J'ai une formation de sculpteur et j'ai toujours admiré le squelette humain. C'est l'une des plus belles sculptures du monde. Ces squelettes sont presque aussi bien préservés que celui d'un chameau mort récemment, mais ce sont des dinosaures. Ces fossiles sont éternels. Ils auraient pu l'être. Pendant 80 millions d'années, Roméo et Juliette ont reposé côte à côte, cherchant une étreinte à l'heure de la mort. Comment vivaient-ils? Chassaient-ils ensemble? Partageaient-ils la nourriture? Se battaient-ils? Les oviraptors éprouvaient-ils de l'amour? Les scientifiques ne sauront jamais si les oviraptors à l'aspect d'oiseaux s'aimaient. Une nouvelle découverte ouvre plus grand la porte sur la vie privée des dinosaures. Un domaine accessible aux paléontologues seulement dans leurs rêves les plus fous. Ouais, c'est plus profond. Ils découvrent un autre oviraptor. Et dans la poussière, sous le squelette, des œufs. Un nid entier. Il y a combien d'œufs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 3 là-bas, 12. 12 œufs. J'en vois encore un autre. C'est une découverte de fossiles exceptionnelle, parce qu'il est très rare d'observer un animal vieux de 80 millions d'années en situation. C'est une journée dans la vie, ou plutôt, c'est la mort d'un dinosaure qui a un rapport avec une action précise. Celui-ci s'est fossilisé là où il est tombé, juste au-dessus du nid. Elle n'est pas simplement tombée là. Comme toute bonne mère, la femelle oviraptor était en train de couver. Il rapportait sûrement la nourriture dans le nid, comme le font les oiseaux. La mère s'occupait de ses œufs. Comme un oiseau, elle les disposait en cercle. Le redoutable carnivore du désert de Gobi s'occupait de ses petits. Ainsi, l'histoire du dinosaure appelé voleur d'œufs est revenue à son point de départ. Les oviraptors surveillaient leurs œufs et prenaient soin du nid. On ne les verra plus jamais comme des créatures de cauchemar. Les fouilles apportent à l'équipe tout ce qu'elle avait désiré.
Afin de connaître exactement la nature de la découverte, il faut extraire avec précaution tous les fossiles et leur faire traverser la moitié du globe. Dans leur gang de plâtre, Roméo et Juliette sont lourds mais très fragiles, comme des flocons de riz enrobés de béton. Désolée, je croyais qu'on poussait en arrière. Magnifique, Amy. Encore, encore, encore. Jusqu'ici, tout se passe bien. À présent, il faut convaincre Mère Oviraptor de descendre de son perchoir à flanc de colline. C'est comme descendre un piano à queue d'une falaise. Roméo et Juliette ne sont guère coopératifs. Je suis contente. Conduisez lentement, hein. Ils ne sont pas arrivés. Ils pourraient se perdre en route. En effet, ils pourraient bien se perdre. La mère Oviraptor et Roméo et Juliette font route vers l'est. Puis, ils disparaissent, égarés quelque part en Chine. Retenus 4 mois par des chinoiseries administratives, les fossiles de dinosaures arrivent enfin à destination, le Muséum d'histoire naturelle de New York. Juliette arrive la première. Elle est dirigée vers le laboratoire d'Amy. Si tout va bien, les scientifiques vont bientôt découvrir quels secrets anciens se cachent sous la couche de plâtre. Je suis contente qu'elle soit arrivée. Elle passe de l'été dans le désert de Gobi à l'hiver new-yorkais. Juliette est maintenant une voyageuse endurcie. Après 80 millions d'années d'anonymat, elle devient une star. C'est un moment critique. Il pourrait y avoir n'importe quoi à l'intérieur. J'ai l'impression qu'on va trouver un beau squelette. Et j'espère avec le crâne. Un squelette entier. Et c'est moi qui vais le dévoiler. C'est un travail délicat. Tout se joue à quelques millimètres près. Parfait. Heureusement que je n'ai pas scié un os. C'est bizarre. C'est une petite ouverture sur un monde où j'ai vécu l'été dernier. Ça a l'air bien. Après tant d'efforts, ils ne savent toujours pas si Juliette est un spécimen important, si son squelette est en bon état ou tombe en poussière.
C'est génial. Je suis toute excitée parce que ça, c'est le crâne. Il y a un crâne. Nous sommes très contents. Je travaille tard la nuit. J'ai du mal à rentrer chez moi. Quand je regarde ça, je n'en crois pas mes yeux. Elle a traversé 80 millions d'années, la moitié du globe, et elle se retrouve là. Et c'est un dinosaure. C'est si beau. Plus j'avance, plus je distingue la sculpture naturelle. Mon travail ne se voit pas, et cette chose merveilleuse apparaît. Le travail dure des semaines. Juliette apparaît enfin dans toute sa splendeur. Elle répond à tous leurs espoirs. Le spécimen le plus parfait jamais découvert. Un dinosaure pour l'éternité. C'est un fossile magnifique. C'est probablement l'oviraptor le mieux préparé et le mieux conservé de toutes nos expéditions. Peut-être même du monde entier. Nous allons savourer les fruits de l'été dernier dans les nombreuses années à venir. Qu'y a-t-il encore là-bas? Ce n'est pas qu'un bel objet. Ces os vont contribuer à retracer l'évolution des dinosaures en oiseaux. Entre-temps, un chercheur rêve au monde que Juliette a laissé derrière elle. Je suis fasciné par la vision d'ensemble. À quoi ressemblait le monde si on avait pu le survoler à l'époque comme le font les pilotes de brousse au-dessus du Serengeti? Tous ces dinosaures mammifères, lézards et le désert de Gobi. Pendant 6 ans, les fouilles de Mark et de Mike, pendant les longs mois d'été, ont dévoilé les secrets cachés du désert de Gobi et redonné un semblant de vie au monde de Juliette. Imaginons la scène, un lac, des collines et des groupes d'oviraptors rassemblés sur les hauteurs comme des colonies d'oiseaux de mer. Des ankylosaures qui se déplacent pesamment comme des tanks autour du point d'eau. Un troupeau de protocératops passerait par là. Et de temps en temps, un féroce oviraptor qui descend de la colline pour se mettre quelque chose sous la dent. On peut aussi imaginer nos oviraptors, Roméo et Juliette, en train de chasser ensemble. La bonne mère veillait sur ses œufs. Discret dans son habitat au ras du sol, notre ancêtre, un minuscule animal perdu au milieu des imposantes créatures de l'ancien désert de Gobi. Ils vont disparaître de la surface de la Terre ainsi que la plupart des créatures de leur monde.
De notre point de vue, cette extinction de masse n'a pas été problématique, car nous appartenons au groupe qui a survécu, au groupe qui a évolué en chauve-souris, en animaux à sabots, en lions, en tigres, en ours et pour finir, en êtres humains. À long terme, les humains, comme les oviraptors et une grande partie du royaume des dinosaures, ne peuvent compter sur la permanence de leur existence sur Terre. Chaque espèce qui ait jamais vécu ou qui vit encore sur Terre, soit s'est éteinte, soit s'éteindra un jour. Que cette extinction soit due à la décimation de la population ou à l'évolution des espèces, tous les êtres vivants sont voués à disparaître un jour ou l'autre. De ce point de vue, notre sort en est jeté. Certaines espèces sont apparues et ont disparu. Une histoire banale, somme toute. D'autres ont évolué, se sont transformées, ont survécu. Notre propre avenir est-il inscrit dans ces restes muets du passé? La seule connaissance que nous ayons de notre passé biologique lointain provient des fossiles. Ils nous renseignent sur ce que nous sommes, sur notre place dans le monde, sur ce que nous allons peut-être devenir. Le temps est insondable, et l'histoire de la vie aux transformations infinies reste notre plus grand mystère. Les auspices ont été favorables à l'expédition.